est-ce que c'est progressivement que tu prends conscience de toute cette dimension intérieure ou tu as réussi à la vivre en superposition en permanence en fait, à chaque fois un espèce d'écho en te disant oui j'ai vécu ça mais à l'intérieur je ressens ça ou est-ce que plus tu avances, plus la vie intérieure prend de la place? Bienvenue dans cette vidéo, c'est un nouveau format original. En fait, il se trouve que je suis à Paris et à Paris se trouvait aussi de passage, comme moi, mon ami Alexandre qui est venu participer à des formations en Grèce. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qui a fait au cours des mois passés le chemin de Compostelle. Alors du coup, je lui ai demandé s'il accepterait qu'on puisse se voir pour en parler. Donc, il pourra nous parler de l'expérience concrète de Compostelle. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de parler avec lui des processus qui ont lieu pendant ce genre de pèlerinage, de parcours de cheminement, qui sont en fait, comme disait Alexandre, des allégories de la vie en fait. Donc on va parler de ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bien sûr, si elle vous plaît, poussez l'algorithme de YouTube en cliquant sur le petit pouce comme d'habitude. C'est parti. Alors, bonjour Alexandre. Alors, s'il te plaît, commence par nous raconter brièvement pourquoi tu as fait le chemin de Compostelle et quand est-ce que tu l'as fait. Parce qu'il me semble que tu as fini il n'y a pas longtemps. Exactement, il y a une semaine en fait. Okay. Vendredi dernier, j'étais encore à Urbanera, à Rio Pico, chez l'ostéopathe. Ah ok, chez l'ostéopathe. Ça a fini chez l'ostéopathe. Indice. Exactement. Alerte spoiler. Donc effectivement, j'ai fait le chemin de Compostelle, j'en reviens à peine. Il y a tout juste une semaine. Et ça fait en fait 12 ans que j'avais envie de me lancer sur Compostelle. Ah ouais. C'est un ancien rêve que je chérissais au fond de mon cœur. Et j'étais retenu par un certain nombre de raisons, des appréhensions tout simplement. Parce qu'effectivement, le chemin de Compostelle que je voulais vivre, c'était un chemin de Compostelle libérateur. Libérateur de mes peurs, de mes appréhensions. Telles que par exemple, finalement, dormir en pleine nature. Ne pas savoir finalement chaque jour où j'allais dormir, être véritablement confronté à l'inconnu. Et donc, lorsque je rencontrais des personnes, parfois des pèlerins justement, et qui me disaient qu'ils partaient simplement avec un hamac ou un sac de couchage, je trouvais ça extrêmement impressionnant. Et je savais qu'au fond de moi, c'est quelque chose qui m'appelait, mais dont j'avais peur. Et il m'a fallu 12 ans finalement pour dépasser cette peur. J'ai fait un premier galop d'essai l'an dernier sur Stevenson pendant 12 jours. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc Stevenson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chemin qu'a emprunté l'écrivain, l'auteur de L'île au trésor, dans les Cévennes, je pense principalement. Exactement. Robert Louis Stevenson, un écrivain écossais des années du 19e siècle et qui a écrit aussi Dr Jekyll et Mr Hyde, qui parlera certainement à tout le monde. Et pour guérir son cœur meurtri, il est parti faire cette marche au travers effectivement des Cévennes, mais en partant du Puy-en-Velay jusqu'à Alès. Et donc effectivement, je suis parti le 30 juillet sur Compostelle afin de vivre et de réaliser ce rêve. Avec mon sac à dos, un sac à dos beaucoup trop lourd. C'est un classique de la randonnée. Ah mais oui, c'est-à-dire que dans le guide que j'ai lu une fois que j'étais dans le train, il disait « Alors, pensez à bien vous préparer pendant plusieurs mois avant de partir. Ne partez jamais avec plus de 10% de votre poids. » C'est-à-dire que moi, je pars avec une casquette ou en tout état de cause, pas plus de 12 kilos. Je suis arrivé à Lyon. Je trouvais mon sac extrêmement lourd. Je l'ai pesé à la poste, il faisait 17 kilos. C'était écrasant. Ça veut dire le poids pour une personne de 170 kilos. Parce que ça devait être 10%. Voilà, sur le plan théorique. Pas, exactement. Mais c'est intéressant parce que justement, il y a un proverbe sur le chemin qui dit le poids du sac représente le poids des peurs. Et donc effectivement, moi j'avais bien conscience qu'il fallait partir avec le strict nécessaire et c'est ce vers quoi je m'étais évertué de tendre. Mais effectivement, l'équipement, la tente, le chargeur solaire, enfin 1000 équipements qui pèsent leur poids parce que finalement ce n'était pas de l'équipement professionnel. Et ben malgré tout, même si on est sur quelque chose qui nous semble nécessaire, il faut réduire jusqu'à atteindre l'essentiel.
Mais est-ce que cette réduction, tu l'as faite au fur et à mesure du chemin ou en fait très rapidement dans les premiers jours, tu t'es comme raisonné à l'épreuve Du poids. de la première étape Ouais. ou comment ça s'est passé? Bah exactement, dès que je suis arrivé à Lyon, alors déjà je suis parti, il faisait une canicule extraordinaire en France. J'ai marché sous des températures de 40 degrés à l'ombre, je plantais mes bâtons, le bitume fondait, je perçais des trous dans les routes lorsqu'il y avait des passages routiers, c'était juste sidérant. Et donc lorsque je suis arrivé en train à Lyon pour un changement vers le Puy-en-Velay qui était ma ville de départ, un départ historique parmi les 4 grandes routes historiques du chemin en France, eh bien sous le poids du sac, je me suis dit c'est pas possible, il faut que déjà j'aille changer de tente. Donc je suis passé d'une tente de 1,950 kg à une tente de 1,3 kg. Ça peut sembler anodin, Oui. mais 650 grammes, c'est énorme dans un sac. Que j'ai ensuite immédiatement compensé en recevant au Puy-en-Velay un chargeur solaire de 550 grammes. C'est-à-dire que j'ai été pourchassé par du poids supplémentaire. Et effectivement, il y a eu 3 allègements au départ, 3 jours après mon départ, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que le chargeur solaire, 550 grammes, la polaire, alors qu'il faisait 40 degrés, pour l'instant en tout cas, ça n'était pas nécessaire. Et lorsque je suis arrivé aussi à Moissac, donc peut-être 600 km plus loin, je me suis encore allégé, c'est-à-dire qu'en fait j'avais du matériel, mais que je me suis renvoyé pour en acheter du moins lourd. Par exemple, un poncho qui faisait 440 grammes, je l'ai remplacé par un autre poncho de 270 grammes. Tu pèses le poncho. Ah ben évidemment, évidemment. Non mais c'est marqué sur l'emballage, donc ça t'aide quand même, parce que c'est pas facile sinon. Mais effectivement, tu vois, parce que dès que tu achètes un peu de nourriture, de l'eau, parfois tu as 2 kilos d'eau avec toi, tu as 500 grammes de nourriture, ben, tout ça, ça a l'air en fait anodin, mais c'est en fait cette célèbre phrase qui est vraiment très banale, mais cette goutte qui fait déborder le vase en fait. Et donc parfois, ton équilibre personnel se joue à une tablette de chocolat. Ça peut sembler très symbolique. Non, mais tu vois, tout de suite, ça m'inspire une réflexion. Moi, c'est que ce que tu décris, ça ressemble vraiment trait pour trait à l'attitude de beaucoup de personnes que je rencontre et qui, tu vois, qui sont dans un monde organisé comme celui-là, où elles ont leurs repères, leur façon de fonctionner. Pour une raison ou pour une autre, elles commencent à se dire que la vérité est ailleurs. Tu vois qu'il y a peut-être autre chose, que c'est des apparences et qu'il y a quelque chose derrière. Mais la plupart d'entre nous, on commence à ouvrir cette porte pour chercher derrière le décor de l'apparence dans la même attitude. On a un gros sac et au départ, on veut le garder. C'est-à-dire tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a expliqué, tout ce qu'on a compris sur la vie. Par exemple, moi je trouve, tu vois, je suis pas habitué à vivre en ville et puis je trouve que vivre ici, c'est super compliqué pour moi. Moi, j'ai pas du tout l'habitude. Je trouve que tout est compliqué parce que je dois apprendre énormément de réflexes. Genre, je ne veux pas les apprendre parce que je ne vis pas ici. Mais une fois que tu les as appris, mais en fait, tu veux les garder parce que c'est un savoir-vivre. Sauf que dans une autre vie, c'est inutile après, ce savoir-vivre. Donc, ça m'inspire ça me fait vraiment penser à beaucoup de personnes que je rencontre qui arrivent et qui rencontrent l'enseignement essénien puisque c'est ce que je partage et qui viennent vers moi ou me posent des questions ou m'écoutent avec un méga sac à dos mental de choses avec cette attitude-là. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que ça va être utile, c'est nécessaire, on ne sait jamais et qu'en fait, c'est rapidement sur le chemin, tu te rends compte que c'est pas forcément nécessaire, c'est plus nécessairement utile, puis qu'on peut fonctionner autrement. Vraiment, j'avais l'impression que tu décrivais la vie intérieure de beaucoup de personnes que je rencontre au début, en première ligne. C'est hyper intéressant parce que tu vois, tu parles d'abandonner les apparences, je crois que c'est le terme que tu as employé. Et en fait, le chemin de Compostelle, c'est un chemin millénaire en fait. C'est un chemin qui existe depuis 1000 ans, depuis que les restes de Saint Jacques le Majeur, Saint Jacques l'Ancien, le frère de Saint Jean, un des apôtres qui a suivi Jésus, ont été retrouvés vers le 9e, 10e siècle. Et à ce moment-là, un pèlerinage en fait a été mis en place. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails historiques, mais en fait c'est une voie aujourd'hui millénaire, mais c'est une voie en fait qui existe depuis plusieurs milliers d'années.
parce qu'en fait c'est une voie qui était utilisée déjà par les Celtes et par les civilisations qui aussi les ont précédées. Parce qu'effectivement, en Galice, eh bien, ce peuple de Galice, vers Finistera, eh bien, est détenteur d'un savoir très ancien. Et effectivement, ce chemin de Compostelle, c'est le champ de l'étoile, c'est la terre de l'étoile, c'est le compost qui nous invite justement à mourir. Et donc effectivement, ce chemin nous amène en fait à vivre, à expérimenter, à tenter la mort des apparences, une première mort. Parce qu'il va vers l'ouest, tu vois, au soleil couchant en fait. Hein. Exactement. C'est le Finistère, c'est la fin de... Bon, il y a le Finistère en Bretagne, mais là aussi, ouais. Mais Ça, justement, tu tu t'en vois, sors pas, toi, du en Finistère. Galice, mais moi justement, j'ai fait un voyage. Mon objectif était de faire un voyage de Finistère en Finistère, venant du Finistère Nord et allant vers le Finistère de Galice. Mais justement, le peuple de Galice est un peuple celte aussi. Donc chaque année, au Festival de l'Orient, il est invité au même titre que le Pays de Galles, que l'Écosse, que l'Irlande, que la Bretagne, évidemment. Ça fait partie des dernières poches de survivance de cette culture. Et effectivement, c'est un voyage où on marche vers l'ouest, on marche vers le soleil couchant, c'est-à-dire que finalement, on marche vers notre mort. Et tout le chemin, en fait, nous y invite, parce qu'effectivement, il faut du temps. Il faut du temps pour entrer dans le chemin, il faut du temps pour initier, en fait, ce processus intérieur parce que qui est subtil. J'imagine que quand tu commences, tu es au contraire dans une énergie d'excitation, d'enthousiasme, avec une espèce de sentiment de choses à bâtir, à construire, dans laquelle tu te projettes à 2000%, parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Est-ce que je vais y arriver? Et ça, c'est l'opposé de ce que tu décris finalement. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai vraiment, il y a ce cheminement en fait intellectuel et sensoriel en fait au cours du chemin où, lorsque je suis parti, le chemin en fait m'appelait. Et il m'appelait depuis des années. Et pour moi, c'était juste impossible cette année de ne pas partir. Ça aurait été insoutenable. Et lorsque je suis parti, j'étais rempli d'un enthousiasme extraordinaire. J'étais tel un adolescent au début de sa vie. Parce qu'en fait, le chemin, c'est une allégorie de la vie. Sur un laps de temps raccourci, mais avec une densité en termes d'émotions, d'expériences, d'enseignement qui est extrêmement importante et qui véritablement est à l'image de ce que peut être la vie sur toute sa durée lorsqu'on a la chance effectivement de vivre longtemps. Mais effectivement, lorsque je suis parti, pour moi j'avais 2000 km à marcher. C'est-à-dire que je ne pensais pas à la fin. Pour moi, je serais dans un éternel commencement en fait. C'était un peu l'histoire sans fin. Voilà, je suis parti du Puy-en-Velay. Chaque jour passé, chaque jour je trouvais ça extraordinaire. Mais l'Espagne, Santiago, Murcia, là où la barque de Saint-Jacques est arrivée, le Finistère, là où je voulais me recueillir devant ce soleil mourant pour ensuite me retourner vers le soleil levant, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, to be born again, c'est-à-dire finalement tel un phénix qui est mort et qui finalement se relève de ses cendres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lorsque vous allez à Santiago, vous êtes un pèlerin. Vous êtes dans ce cheminement intérieur, cet abandon intérieur, ce questionnement, parce que le chemin, il vous interroge, il vous amène à cette réflexion intérieure, cette réflexion sur le monde, sur les autres et donc sur vous-même. Il vous amène finalement à rentrer en connexion avec la nature, avec la vie et donc avec vous-même. C'est un jeu en fait de miroir, c'est une interrogation de l'extérieur pour revenir vers l'intérieur. Mais justement, ça, c'est magnifique. Est-ce que comment ça se passe cette articulation? Parce qu'au départ, c'est pour beaucoup de gens un appel, un souhait, une idée, un désir profond, mais qui peut être superficiel tant que tu te mets pas en route. Et quand tu te mets en route, c'est très concret. Tu as ton sac qui pèse 1 tonne et puis tu as des problèmes concrets. Je sais pas, tu as des ampoules, tu as des crampes et puis il faut chercher ta direction. Puis il y a plein de choses très concrètes qui sans arrêt te ramènent à l'extérieur pour l'accomplissement concret. Comment ça se passe, cette espèce d'articulation dans laquelle, est-ce que c'est progressivement que tu prends conscience de toute cette dimension intérieure ou tu as réussi à la vivre
en superposition en permanence en fait. À chaque fois un espèce d'écho en te disant oui j'ai vécu ça, mais à l'intérieur je ressens ça. Ou est-ce que plus tu avances, plus la vie intérieure prend de la place? Ça m'intrigue. Alors, déjà, je pense que ça dépend de ta vie intérieure avant de partir. Moi, le chemin, il t'invite à une humilité constante. Ça, c'est indéniable. Mais après, il t'invite aussi à reconnaître qui tu es. Et moi, je suis quelqu'un pour qui la spiritualité, pour qui l'éveil de ma conscience, et donc le rapprochement de moi-même, joue un rôle central depuis que je suis vraiment jeune. Donc je suis parti finalement avec ce sens, cette conscience en éveil et cette conscience finalement des enjeux et des possibilités et de mes attentes aussi envers le chemin. C'est-à-dire que tous les matins, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, il y a quelque chose d'organique, de cosmique presque, qui nous réveille le matin et qui nous demande de marcher. Et je pense que tu vois, il y a quelque chose en fait qui relève de la mémoire biologique, de la mémoire cellulaire, des hommes, des hommes de migration que nous étions à l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs. Il y a quelque chose d'engrammé en fait dans notre corps qui fait que chacun de nous dans notre vie, à un moment donné, on a besoin en fait de faire une longue marche. Pas de partir le matin et de revenir avec son casse-croûte le soir, c'est super déjà de faire ça. Mais de s'inscrire dans l'itinérance. Tous les matins, se lever. Et tu vois, moi j'ai grandi dans le sud. Donc les températures de l'été dans le sud, je les connais. Jamais je n'aurais l'idée de sortir après 11h30 du matin de dire on va aller faire du vélo dans la garrigue. Viens à 14h, on va faire un tennis. Jamais, ça ne me viendrait jamais à l'idée. Et là, j'ai marché parfois pendant 10 heures sous 40 degrés à l'ombre. Et j'avais cette force intérieure pour le faire. Je me sentais porté. Moi, je suis pas, je peux me coucher très tard, mais je suis pas un lève-tôt. Je me levais parfois à 5 heures du matin, sans être fatigué et sans à aucun moment donné me dire pourquoi je fais ça ou j'ai pas la force. Non, paf, et parfois sans le réveil. Et il y a cette connexion à la nature qui était aussi extraordinaire, les bruits finalement, parce que finalement, vous voyez, il y a des jours, moi j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans la rue, je ne savais pas où dormir. Je me suis confronté à l'inconnu. Et parfois, à 11h30 du soir, en pleine nuit, je ne savais pas où j'allais dormir. Et je me suis senti tous les jours de mon chemin accompagné d'une extraordinaire providence. Je n'ai jamais été seul, j'ai toujours été soutenu, aidé par les gens que j'ai rencontrés et puis par l'invisible. Mais moi j'ai l'impression que tu décris l'état intérieur d'un être comme moi ce que je vis en tant qu'Essénien, c'est que quand tu es sur une quête de connaissance et puis d'état d'être, eh bien c'est tout ce que tu décris. Donc je me dis, est-ce que ce chemin il est fait à l'extérieur pour essayer de trouver cette attitude de confiance, de comment on dit ça, tu sais, de drive, d'impulsion, de moteur intérieur, mais c'est pas mécanique, tu vois, de décision qui fait que, ben oui, il fait 40 degrés, mais ça tu te dis pas il fait 40, tu es tellement attiré. Est-ce que tu le vis à l'extérieur pour essayer d'être capable de le vivre à l'intérieur et de savoir que ça existe et que dans le fond la vie ne devrait être qu'un long chemin parce que je t'écoute parler et je me dis oui mais je coche les cases, tu vois, check check check, ben oui c'est exactement ça. Et dans le fond je me dis mais pourquoi on devrait vivre autrement? Est-ce que tu vois parce qu'on était des chasseurs-cueilleurs, donc on devrait tous faire cette expérience pour retrouver cette mémoire cellulaire de marcher. Est-ce que tu vois, ce monde sédentaire ne nous a pas tués, mais pas à l'extérieur, mais dans une sorte d'illusion de sédentarité, et nous a fait oublier que la planète entière est en chemin dans le cosmos et que dans le fond, nous, on est sur un grand bateau qui avance dans l'univers, tu vois. Et je me dis, c'est des extraordinaires moyens de retrouver la mémoire, mais après, il faudrait que ça demeure, parce que maintenant,
tu fais plus le chemin, tu retrouves ta sédentarité, des habitudes, tes connaissances nécessaires pour vivre dans un environnement artificiel. Comment faire pour conserver cette espèce de mouvement avec tout ce que tu as pu vivre? Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que tu vois, il y a des personnes d'ailleurs qui n'y arrivent pas et qui restent prisonnières du chemin. Et ces personnes, elles sont connues. Et parfois, je crois qu'il y en a, on m'a parlé de personnes, ça faisait 10 ans qu'elles étaient sur le chemin. Elles n'arrivent plus à le quitter. Qu'est-ce que tu veux dire? Et elles arpentent le chemin de long en large. Et elles ouais. n'arrivent plus à s'en défaire. Ou parfois, elles le quittent. Et finalement, le retour à une certaine forme de réalité, parce que les gens ils te disent tu retournes à la réalité. Non, c'est une forme de réalité parce que est-ce que finalement cette parenthèse du chemin dans laquelle j'étais, est-ce que c'était pas ça ma vraie réalité? Tu vois, parce que c'est intéressant le mouvement, et parce que tu vois, j'ai l'impression que le fait de se mettre en mouvement, tu vois, il y a cet adage qui dit chanter en priant, c'est comme prier 2 fois. Eh bien, le mouvement en fait te permet en fait d'ouvrir des portes en toi, de déverrouiller des conditionnements et d'ouvrir en fait ton esprit, et peut-être de changer justement d'état d'esprit, parce qu'effectivement penser finalement devant ta feuille blanche dans un bureau ou penser en pleine nature alors que tu marches, c'est 2 processus. L'un peut-être ça appartient à chacun, mais j'ai l'impression qu'en fait le mouvement, quand même, il y a comme une rotation qui se met aussi en soi et qui vient en fait enclencher et créer une dynamique. Et en fait, c'est vraiment étonnant parce que ce qui est extraordinaire avec le chemin, c'est qu'il vous invite à lâcher prise. Chaque jour, je découvrais, donc il n'y avait pas de futur, il n'y avait que l'instant présent. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que, tiens, je t'ai amené un présent, un cadeau. C'est-à-dire que l'instant présent est un cadeau. Et ça, c'est finalement le plus beau cadeau que vous fait le chemin. C'est-à-dire qu'il vous permet, dans le mouvement, de trouver votre instant présent, c'est-à-dire votre immobilité de l'être. Mais tu vois, j'étais en conférence avant-hier et dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui m'a dit, mais il m'a posé la question, il y a un moment de question-réponse. Et il m'a dit, mais voilà, tout ce que tu décris, j'aimerais le vivre ou je le comprends, mais comment je peux faire au quotidien pour sortir de ma torpeur ou de passer juste des heures sur YouTube à regarder des vidéos qui m'expliquent comme la vie est géniale. Qu'est-ce que je peux faire? Et je lui ai dit, écoute, nous les Esséniens, on a cette conscience des 4 éléments qui nous constituent et que finalement la terre, c'est les actes que tu poses et puis l'eau, c'est le mouvement. Donc si tu te sens pas suffisamment en mouvement, eh bien tu vas rester dans une terre qui est sèche et dure et du coup, forcément, tu es stagnant. Donc il faut absolument rajouter de l'eau. Et moi j'ai dit, je trouve que il y a quelque chose qu'on peut pas nous prendre tant qu'on est incarné, c'est notre corps. Le propre de l'expérience de l'incarnation, c'est le corps physique. Et donc, il faut se mettre en mouvement. Et je lui ai dit, quelle que soit ta vie, parce que tu vois, souvent, ce qu'on va me dire, c'est oui, mais moi, j'ai un boulot, j'ai ça, j'ai des contraintes, j'habite ici. C'est que des contraintes, des contraintes, des contraintes. Donc, une espèce de carcasse, tu vois, de prison. Et je dis, personne ne peut vous empêcher de déterminer qu'aujourd'hui, pendant 5 minutes, vous allez faire une pratique que vous avez envie de faire et qui va simplement vous servir à attraper une corde de mon corps est à moi, ma vie m'appartient, je suis libre de décider, j'arrête d'être simplement soumis à toutes ces contraintes de la vie moderne et ces obligations et ces espèces de cadences, tu vois, dans lesquelles on se sent. Je reprends cette corde et je n'oublie pas que finalement, le corps, c'est le réel, c'est la nature, c'est la vie, c'est la simplicité. J'ai un point d'ancrage. Et moi, je le sais puisque nos pratiques esséniennes visent à ça, c'est que la liberté, elle commence là, en fait. Tu vois, souvent, on pense la liberté, un truc de dingue. Tu vois, tu prends le bateau, tu vas traverser l'océan et personne va te dire où aller. Tu vas te faire ramasser au premier orage qu'il y a. Et en fait, juste de commencer avec cet outil principal qu'on a. Et je me demandais, quand toi, tu as marché, est-ce que ton rapport à ton corps a changé? Est-ce que tu as eu des prises de conscience par rapport à ça?
Parce que c'est justement le genre de situation dans lequel tu peux être facilement en dichotomie entre le fantasme que tu avais du chemin de Compostelle, ton but, tu vois, tes croyances, si tu es très chrétien et tout, et puis ça, tu vois. Alors, Parce oui. qu'on parlait du sac, mais ça c'est encore autre chose, mais il y a lui. Ouais, complètement. Mais je rebondis sur ce que tu dis aussi sur les peurs, les contingences du quotidien, parce que j'ai rencontré des personnes, 3 personnes qui sont parties sans rien. Et il y a cet adage sur le chemin, the camino will provide, c'est-à-dire que le chemin répond toujours à vos attentes et vous apporte ce dont vous avez besoin. Et ce sont des personnes qui n'avaient strictement pas un sou. Donc finalement, les contraintes, évidemment qu'il peut y avoir des contraintes réelles, concrètes, matérielles, pragmatiques, mais c'est aussi finalement des peurs qui vous poussent à laisser ces contraintes guider votre vie. Parce qu'à un moment donné, moi on m'a dit mais alors comment tu fais, t'es parti faire le chemin, quand est-ce que tu rentres? Je dis je sais pas quand est-ce que je rentre. Oui mais alors comment tu fais? Je dis, il y a différents moyens. Enfin, moi j'ai ma vie mais vous voyez, on peut prendre un congé sabbatique, moi j'ai vu des personnes, elles ont économisé pendant des années et puis elles ont senti que l'appel au fond d'eux était plus fort que la maison qu'elles venaient d'acheter et que finalement cette maison, elles pouvaient la louer le temps de ces 3 mois de voyage. Mais tu vois, justement pour répondre à la question que tu posais sur la relation à mon corps, est-ce qu'elle a évolué lors du chemin? Elle a évolué, mais le chemin, il te demande toujours de vérifier si ce que tu crois avoir intégré a véritablement été intégré. Parce que moi, lorsque je suis arrivé avec mon sac à dos, je savais qu'il y avait un mouvement antagoniste, contradictoire dans les forces du chemin. Et quoi qu'il arrive, on marche, même s'il fait 45 degrés, s'il pleut des cordes, s'il fait froid, s'il y a du vent, si c'est la tempête, on marche. Il y a quelque chose quand même de sidérant à témoigner et à vivre ça. Parce que de l'extérieur, on se dit mais pourquoi ces gens-là s'imposent de telles souffrances? C'est ça, parce que tu avais d'avance déterminé la distance que ton corps, l'effort que tu devais demander à ton corps. Est-ce que si tu avais été beaucoup plus à l'écoute de ton corps dans le présent, tu n'aurais pas nécessairement fait toute la distance, tu te serais arrêté avant? Ou est-ce que finalement c'était bien que tu te dépasses? Alors tu vois, moi lorsque je suis parti, je me suis dit je vais marcher 20 km maximum par jour. Et en fait, j'ai jamais respecté ça. Parce que finalement, je me suis laissé aussi influencer par le livre. Les étapes, elles sont un peu découpées dans le livre. Et c'était quand même intéressant parce que moi, j'avais une tente. J'avais cette liberté de choisir là où je voulais dormir. Mais en fait, j'étais quand même influencé par le livre, par les étapes telles qu'elles étaient indiquées, mais par les amis du chemin, les amis pèlerins que je m'étais fait, que je voulais retrouver le soir. Parce que le chemin, en fait, c'est pas un chemin de solitude, c'est un chemin humain. Et c'est ce qui fait la beauté en fait du chemin de Compostelle. Ça me fait vraiment terriblement penser à beaucoup de personnes qui me contactent, que je rencontre et puis qui me disent « Ah ben oui, c'est super intéressant », puis ils me posent des questions, puis ils me disent « Mais vraiment, là, le regard essénien, ça me parle, moi je me reconnais complètement, je dois être essénien dans une autre vie ou dans cette vie, dans mon âme et tout ça. » Mais est-ce qu'on peut être essénien sans rien faire d'autre? Sans passer d'initiation, sans être avec d'autres esséniens. Et tu vois, est-ce qu'on peut faire une chose sans vraiment la faire? Parce que dans le fond, si je la faisais vraiment, il y aurait des implications. Et peut-être que je découvrirais une partie de moi-même que dans le fond, elle est derrière une jolie vitrine, mais chez les autres, ça me va. Mais moi, j'ai pas forcément envie d'en avoir une chez moi, mais je sais qu'elle est là. Mais je veux pas forcément dévoiler la vitrine, tu vois. C'est comme ça me fait vraiment penser à ça. Je rencontre pas mal de personnes comme ça qui, tu vois, ou on le fait dans plein de domaines de la vie. On aime quelque chose et puis en fait, on veut pas vraiment le faire non plus, mais en même temps, on le reconnaît, mais on veut pas vraiment le reconnaître. On est assez. J'adorais jouer de la guitare. Ouais. Vas-y, je vais t'apprendre un morceau. Voilà. Ouais, mais tu sais, j'ai pas le temps. C'est ça. Alors qu'en fait, il pourrait très bien, il a même le talent, mais ouais, non, mais ça, c'est un classique aussi. Hein. Tout ce que tu décris, c'est tellement des classiques de la recherche spirituelle dans son ensemble, le cheminement. C'est énorme, c'est vraiment. C'est une belle conclusion parce que finalement, c'est ce que nous on fait au Centre essénien en Grèce.
c'est que on est nous-mêmes des pèlerins dans l'enseignement essénien, et puis on a tellement reçu qu'à un moment donné, tu dis le temps est venu pour moi de partager, d'ouvrir nos portes et de faire un espace comme ça dans lequel les pèlerins de l'esprit peuvent venir se poser pour un temps et sur leur chemin, tu vois, et puis reprendre souffle et puis peut-être recevoir quelque chose à travers nos partages esséniens. En tout cas, merci pour ton temps, Alexandre. C'est génial. Je sais pas, je sais pas vous qui nous regardez, mais en tout cas moi j'ai voyagé. J'ai voyagé à Compostelle avec Alexandre. Pas besoin de le faire du coup. Ah hein, bah ça y non, est, là, c'est ça y est, fait. hein, c'est Bon, peut-être qu'on ira le finir ensemble l'année prochaine. avec grand En plaisir. tout cas, ça dépend de. Ouais, j'aimerais Faut le soigner. bien repartir en mai ou juin pour le terminer. Alors, merci à tous de nous avoir suivis pour ce partage de Compostelle. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo pour influencer l'algorithme de YouTube. Et puis, à très bientôt pour d'autres aventures.